Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 4 février 2023. Cette semaine, on parle d'informatique quantique. Vous rêvez de comprendre exactement ce qu'est le quantique, à quoi ça sert et pourquoi la France brille dans cette discipline. On écoutera la société Pascal, pépite du secteur, qui vient de réaliser une importante levée de fonds pour développer son ordinateur quantique. On s'intéressera également à la menace que fait peser le quantique sur la sécurité des systèmes numériques. Heureusement, les spécialistes de la cryptographie post-quantique veillent au grain. On verra ça avec un chercheur d'Orange. Enfin, j'ai rencontré celui qui fait aimer le code aux jeunes de 7 à 77 ans, le youtubeur Micode. Avec lui, on s'interrogera sur l'intérêt que suscitent les technologies auprès d'un public de plus en plus large. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 77. Monde Numérique, Jérôme Colombin. C'est donc avec un petit rhume, mais avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve cette semaine. Et tout d'abord, pour vous dire que si la question environnementale vous intéresse, et surtout les technologies au service de l'environnement, eh bien, je vous invite à écouter la nouvelle série que je vous propose dans le podcast Monde Numérique, Objectif 2050. Chaque mois, un focus sur des innovations vraiment utiles pour le climat. Et l'invité exceptionnel du premier épisode qui est en ligne depuis le 31 janvier, c'est l'explorateur Bertrand Piccard. Avec lui, on s'interroge sur les rapports de la tech avec l'environnement. Sa fondation Solar Impulse a labellisé plus d'1 millier d'initiatives technologiques bonnes pour la planète. On en parle dans Monde Numérique Objectif 2050. Êtes-vous esclave de WhatsApp ? L'autre jour, je lisais un article du Figaro assez intéressant sur les gens qui se disent lassés, saoulés même des fameuses boucles WhatsApp, c'est-à-dire des groupes qui comprennent des tas de personnes et surtout des incessantes notifications tout au long de la journée que cela implique. Vous savez, ces groupes de parents d'élèves, de voisins, de familles proches ou lointaines ou de collègues de travail et tout ça, ça vibre, ça fait vibrer le téléphone en permanence. L'article citait notamment le cas d'un père de famille qui avait quitté un groupe qu'il partageait avec sa femme et ses filles, quasiment un plaquage en règle de la famille. Le problème, c'est que lorsqu'on quitte un groupe WhatsApp, eh bien, ça se voit, machin a quitté le groupe, et ça donne tout de suite l'impression qu'il y a un problème. Alors le Figaro interrogeait même un psy pour expliquer que certaines personnes arrivaient moins bien que d'autres à résister à cette pression mentale que constituent les notifications et les sollicitations. Évidemment, les plus fragiles, ce sont les plus jeunes. C'est vrai, ma fille m'avait expliqué lorsqu'elle était ado que si elle ne répondait pas assez vite à ses copines sur WhatsApp ou sur Snapchat ou je sais plus où, elle risquait carrément de déclencher des brouilles sérieuses. Alors, je dois avouer personnellement que moi, j'aime bien et je suis même carrément accro. Parce que WhatsApp, c'est aussi un moyen pour avoir des nouvelles des enfants qui ne vivent plus à la maison, quelle que soit l'heure de la journée, des photos des petits-neveux qui vivent dans un autre pays, et même des grosses blagues un peu vulgaires de certains potes qu'on voudrait pas forcément montrer à tout le monde, mais ça fait du bien de temps en temps. Sans compter le côté hyper pratique pour régler des questions de clés, de courses, de repas du soir, etc. Je connais même des familles qui se parlent sur WhatsApp alors qu'ils sont tous présents au même moment sous le même toit. C'est là que certains viendront brandir le « mais tout cela tue la vraie communication orale », ce dont je ne suis absolument pas convaincu, car c'est pas parce qu'on se parle via un téléphone qu'on va moins se parler en vrai quand on se verra. Au contraire, je suis persuadé que ça entretient le lien et les liens affectifs. Alors faut-il se déconnecter de WhatsApp ? Faut-il quitter ces satanées boucles ? Est-ce vraiment la meilleure solution ? Le problème, c'est que souvent, on l'a constaté, ceux qui partent aiment bien revenir, et c'est pas évident. Savez-vous que vous pouvez tout simplement muter, mettre en mode silencieux les notifications pendant quelques heures ou quelques jours ? Ça peut régler le problème si on en a ras-le-bol. Et puis surtout, n'oubliez pas, d'une manière générale d'ailleurs, de régler le mode silencieux de votre smartphone pour qu'il n'y ait aucune notification, WhatsApp ou autre, pendant la nuit par exemple. Voilà, l'idée ce n'est pas de faire la pub de WhatsApp, c'est pareil avec d'autres applis de communication du même genre, Messenger, Telegram, Discord, etc. C'était juste un clin d'œil en ouverture de cet épisode à propos d'un usage numérique qui probablement nous concerne tous. Et à partir de maintenant, j'aimerais même vous proposer régulièrement des petits billets d'humeur comme ça sur des sujets légers ou moins légers. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez ou sur le site mondenumérique.info. Vous pouvez m'envoyer un mail ou même un message vocal. L'actu de la semaine.
L'actu de la semaine avec des nouvelles de ChatGPT, l'incontournable petit chatbot boosté à l'IA qui continue de faire parler de lui. La semaine dernière, on parlait des remous dans l'enseignement, ChatGPT blacklisté dans des écoles, des universités, comme à Sciences Po par exemple, à cause des risques de triche. Eh bien, même si on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux essayer d'apprivoiser ce nouvel outil plutôt que de le dézinguer, toujours est-il que la société qui a créé ChatGPT, OpenAI, vient de proposer son propre outil de détection. C'est-à-dire qu'après avoir inventé le poison, OpenAI invente l'antidote. Voilà, si vous avez un doute, il suffit de copier-coller le texte dans le détecteur d'intelligence artificielle et celui-ci va vous indiquer quel pourcentage de chances il y a que ça vienne ou pas d'une IA. Le problème, c'est que apparemment, ça ne marche pas super bien. Parce que comme c'est une IA qui analyse un contenu venant possiblement d'une autre IA, eh bien, il y aurait de forts risques de faux négatifs, c'est-à-dire tout simplement qu'il se trompe et qu'il n'arrive pas à savoir que ça vient de ChatGPT, mais également de faux positifs, c'est-à-dire qu'il pense que ça vient d'une IA alors que ce n'est pas le cas, ce qui est quand même, avouons-le, assez vicieux. Des nouvelles de Twitter, avec d'abord le lancement en France du fameux service Blue, cette option payante pour les utilisateurs qui apporte quelques privilèges. Tout d'abord, le fameux petit macaron bleu de certification, moins de publicité également, plus de visibilité aux yeux des autres avec une remontée de vos messages, et puis aussi la possibilité de modifier un tweet pendant une demi-heure après l'avoir publié, fonction fort appréciable pour tous ceux qui font des fautes de frappe ou d'orthographe à tire-larigot. Alors l'abonnement à Blue coûte en France 7 à 8 euros hors taxe par mois. Ça, c'est le prix si on passe par le site web, parce que si on passe par l'appli mobile sur iPhone ou sur un smartphone Android, eh bien c'est plus cher, 11 euros par mois, puisque Apple et Google prennent leur commission. Donc mieux vaut passer par le web. En gros, ça fait donc 100 euros TTC par an si on prend un abonnement annuel. Autre actualité concernant Twitter et qui ne fait pas plaisir à de nombreux développeurs et officines privées diverses et variées. En fait, le réseau social aurait l'intention de faire payer l'accès à son API. Alors l'API, pour ceux qui ne baignent pas dans la tech du matin au soir, c'est donc ce qui permet à des applications tierces de se connecter à un service numérique pour récupérer des données, pour interagir, etc. Si l'API de Twitter devient payante, eh bien, ce seraient des centaines, des milliers même d'entreprises ou de particuliers, de développeurs indépendants, de chercheurs, etc., qui seraient affectés parce que il existe plein d'applications tierces qui permettent donc, par exemple, de programmer des tweets à l'avance ou bien des systèmes pour récolter des données, faire des recherches scientifiques dessus. Bref, toutes ces applis, certaines sont commerciales, d'autres pas du tout. En tout cas, sont nombreuses et c'est un véritable écosystème. Autant dire que ça râle très fort sur les réseaux sociaux au sujet en perspective d'un passage au payant. On verra donc si Sa Majesté Elon Musk met son projet à exécution ou pas dans les prochains jours. Samsung a présenté cette semaine ses nouveaux smartphones vedettes, les Galaxy S23. 3 modèles, S23, S23 Plus et S23 Ultra. Pas de révolution, il faut bien l'avouer, sur ces mobiles sous Android, un design sans grand changement. On retrouve sur le S23 Ultra les bords d'écran arrondis, très élégants, hérités, je me rappelle, du premier Samsung Edge. Le fabricant coréen, pour le reste, continue de mettre le paquet sur la photo avec 3 objectifs à l'arrière sur chaque modèle, un capteur principal, un ultra grand angle et un téléobjectif. Et si on ajoute sur le modèle Ultra, le très haut de gamme, un deuxième téléobjectif et un télémètre laser, on se retrouve carrément avec 5 gros yeux à l'arrière du téléphone, plus le flash même. Voilà, ça passe pas inaperçu. Tout ça pour une promesse de qualité de photo inégalée, encore supérieure à ce qu'on avait jusqu'à présent, grâce à un capteur jusqu'à 200 mégapixels. Reste à savoir si ce discours de surenchère en ce qui concerne la photo sensibilise véritablement les consommateurs, parce qu'on a un peu l'impression d'avoir déjà atteint des sommets en matière de photo et de qualité photographique avec les smartphones. Bref, pour le reste, Samsung, contrairement à Apple, a décidé de ne plus se charger lui-même de la partie microprocesseur de ses appareils et de remplacer ses puces maison qui équipaient jusqu'à présent les Galaxy par des composants fournis par le géant du secteur Qualcomm avec ses fameux Snapdragon. Enfin, on notera la présence d'un stylet intégré, petit gadget, ou pas d'ailleurs, hérité du Galaxy Note et dont certains utilisateurs sont complètement accros.
D'un point de vue plus stratégique, il est intéressant de constater que ces Galaxy S23 sont à nouveau très chers, aussi chers que des iPhones par exemple. Ça commence à 1 000 €, ça va jusqu'à 1 800 €. Ce qui n'est en réalité pas étonnant, ni même choquant, puisque les appareils haut de gamme très chers se vendent très bien, toutes marques confondues. Les consommateurs visiblement préfèrent de plus en plus mettre le prix dans un smartphone et le conserver le plus longtemps possible. Ce qui a d'ailleurs un effet induit pas inintéressant. La production de smartphones aurait baissé l'an dernier. Donc les fabricants produisent moins, ce qui est mieux pour la planète, tout en maintenant leurs revenus. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, elle nous vient de chercheurs de l'université américaine Carnegie Mellon qui ont mis au point un système capable de voir à travers les murs grâce au Wi-Fi. En tout cas, de détecter des personnes et de suivre leurs mouvements et leurs déplacements. Comment ? Eh bien, tout simplement grâce aux ondes, grâce à des routeurs Wi-Fi comme ceux que nous avons à la maison, et un petit peu d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en question, elle s'appelle DensePose, c'est un modèle qui vient du groupe Meta. Alors en fait, c'est un système qui analyse les interférences produites par la présence d'un corps, d'un meuble, etc., dans le champ d'émission des ondes Wi-Fi. Les ondes se heurtent aux obstacles et en analysant avec précision les interactions, à l'aide de ce modèle d'intelligence artificielle, eh bien, on arrive ainsi à repérer qu'il y a quelqu'un, que quelqu'un bouge, à distinguer une personne d'un meuble et même certaines parties du corps en 3D de manière assez précise. Les chercheurs ont réussi ainsi à déterminer, par exemple, combien de personnes se trouvaient dans une pièce, leur position exacte. Bon, alors, c'est assez étonnant en apparence, mais en fait, cette innovation, qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours, n'est pas totalement nouvelle, il faut le reconnaître. Des chercheurs du MIT aux États-Unis également avaient fait déjà des démonstrations du même genre en 2015. Et puis il y en avait même eu avant. Alors, évidemment, ça s'améliore à chaque fois. Aujourd'hui, on nous met de l'intelligence artificielle en plus. Ça rend les choses plus précises. Et puis, à noter que des systèmes un peu dans le même genre sont à l'étude, par exemple, chez des opérateurs télécoms. Au sein du groupe Orange, j'ai vu personnellement un dispositif qui s'appelle le Wi-Fi Sensing, qui permet de détecter des mouvements dans une pièce avec les ondes Wi-Fi de la Livebox. Donc une simple box Internet. À quoi tout cela pourrait-il servir ? Eh bien, pour l'instant, c'est encore un peu expérimental, mais cela pourrait faire office de détecteur de présence dans un logement, pour un signal d'alarme, par exemple, ou bien encore pour gérer les éclairages de la maison dans le cadre d'un système domotique, mais également pour des systèmes de surveillance pour les personnes âgées, parce qu'on peut détecter la chute de quelqu'un à travers une porte ou une cloison, par exemple. Donc ça pourrait permettre de mettre en place des systèmes de surveillance un peu moins intrusifs, par exemple, que des caméras. Vous écoutez Monde Numérique. Dans un instant, les interviews de la semaine de Monde Numérique. On va parler d'informatique quantique, donc de code informatique, de développeurs et même encore un peu de ChatGPT également. Et puis avant cela, si vous passez par le site mondenumérique.info, n'hésitez pas à répondre au mini-sondage que je vous propose pour avoir votre avis sur les différentes rubriques de ce podcast, surtout si vous êtes un auditeur régulier. Voilà, c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui pourrait être encore amélioré. Nous allons maintenant partir aux frontières de la galaxie, ou de moins aux frontières de la physique traditionnelle. Loin là-bas, dans l'infiniment petit, au cœur de la matière, du côté du quantique. L'informatique quantique s'apprête à chambarder pas mal de choses, on le sait. Pourquoi ? Comment ? Où en est la France dans cette course au quantique ? Eh bien, on va voir ça avec l'une des stars françaises du secteur, qui vient de franchir une étape importante en réalisant une très grosse levée de fonds. Je suis ravi de recevoir cette semaine dans Monde Numérique le dirigeant de la société Pascal. Bonjour Georges-Olivier Raymond. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes CEO de Pascal avec un Q, start-up pépite française de l'informatique quantique, cofondée par Alain Aspect, il faut le rappeler, prix Nobel de physique 2022. Pascal fait du quantique. Comment vous allez nous l'expliquer ? Juste avant, petit préambule obligatoire, je dirais. Lorsque vous devez expliquer ce qu'est l'informatique quantique à votre maman, vous faites comment vous dites quoi ? Je lui explique que c'est une nouvelle façon de faire du calcul. Le calcul de haute performance, aujourd'hui, c'est un élément indispensable dans notre économie. J'aime bien prendre l'exemple des avions.
qui moi, quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur, voilà, je suis assez âgé pour avoir vu les planches à dessin. Et maintenant, c'est tout fait en numérique. Et on est capable de faire ça parce qu'il y a des supercalculateurs, voilà, qui sont capables de modéliser ces systèmes-là. Et alors, ces supercalculateurs sont très performants, mais il reste toujours des calculs qu'on aimerait faire plus vite, plus rapidement, hein. Il y a des calculs qu'aujourd'hui prendraient des milliards d'années. Donc, en fait, on ne sait pas les faire. Et l'ordinateur quantique, par son mode de fonctionnement hautement parallèle, il va permettre de ramener ces temps de calcul à une échelle beaucoup plus réduite de quelques jours. Et ça va être, il y a beaucoup de gens, de spécialistes qui pensent que l'ordinateur quantique va être le vrai enabler. Enfin, il va vraiment rendre possible la révolution de l'intelligence artificielle. Mais alors, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que cet ordinateur est tellement plus puissant? Il y a un raccourci qu'on est obligé de prendre pour expliquer comment ça marche, qui n'est pas rigoureusement vrai, mais ça aide quand même à comprendre ce qui se passe. C'est que l'ordinateur quantique, grâce à des états particuliers, dits des états intriqués, dont la découverte a valu le prix Nobel à Alain Aspect, ils permettent de créer des états différents d'un système, un nombre d'états très grand, et en même temps. C'est-à-dire qu'on est dans une superposition de plusieurs états. Et quand vous appliquez ça à l'informatique, il faut voir ça comme en fait un ordinateur qui va explorer plusieurs possibilités en même temps, en parallèle. C'est ce parallélisme-là qui permet d'avoir un potentiel gain exponentiel, enfin, ça veut dire énorme en physique, sur le temps de calcul. Voilà, c'est ça qui est parfois un peu difficile à imaginer, à conceptualiser, hein. En tout cas, il y a une chose, c'est que l'ordinateur quantique ne ressemble pas du tout à un ordinateur traditionnel. Et en plus, il existe plusieurs types d'ordinateurs quantiques. Parlez-nous un peu de celui de Pascal. Quelle est la voie que vous explorez pour faire du quantique? Pour mettre un peu de contexte, on va dire que aujourd'hui, on a inventé le transistor. Donc, on est dans les années 50 de l'informatique classique. Et il y a différentes technologies pour faire ce transistor. Et aujourd'hui, on cherche un petit peu quelle est la bonne. Et donc, nous, effectivement, à Pascal, on a une façon de faire. Donc, on va utiliser donc des particules quantiques. Parce que pour faire un ordinateur quantique, il faut qu'il y ait des particules quantiques. Il faut qu'elles soient individuelles, qu'elles se comportent quantiquement et qu'on puisse les contrôler. Et nous, on a choisi de faire ça avec des atomes. Donc, des atomes individuels. Et pourquoi on a pris ça? Parce que les atomes, en fait, ce sont ils sont fabriqués par la nature. Ok, vous faites du bon gros quantique atomique bio, on va dire, Voilà. organique. C'est du qubit bio qui vient du plateau de Saclay. Alors, moi, Exactement. j'ai eu la chance de visiter vos installations chez Pascal et j'ai vu effectivement à quoi ça ressemblait. Donc l'ordinateur final, on peut dire, ça a la taille d'un container quasiment. Ou c'est un peu plus petit, ça fait 3 mètres par 3 mètres par 2 mètres. Mais voilà, aujourd'hui, là, il y a pas d'enjeu comment dire, pour la taille, hein. Oui, il n'y a pas encore d'enjeu de miniaturisation. Non, pas du tout. Alors on comprend qu'il y a un très haut niveau de technicité, ça fait vraiment appel donc à la physique quantique, ce qui est sans doute l'une des disciplines les plus ésotériques aujourd'hui, hein, pour le commun des mortels. Maintenant, si on revient à des choses très très concrètes, cet ordinateur quantique de Pascal, il est déjà quasiment opérationnel, c'est bien ça? Enfin, il fonctionne, vous le commercialisez? On est en train, oui. Alors, on a une machine qui fonctionne déjà, qui nous a permis d'implémenter des cas d'usage, et on est en train d'en construire d'autres voilà, qui sont plus robustes, qui sont, on va dire, industriels, avec un niveau de disponibilité pour les usagers qui est beaucoup plus élevé et qui vont être surtout dédiés pour ça. Et ça, on est en train de le faire. On a toute une interface, on appelle ça le Quantum Computing as a Service. Donc, depuis la maison, vous allez pouvoir vous connecter à un ordinateur quantique et utiliser une fraction de son temps pour faire vos calculs. Waouh! Et n'importe qui pourra faire ça? Oui, bien sûr. Mais bon, enfin, il n'y aura pas d'intérêt pour le commun des mortels, mais mais si vous voulez, vous pourrez. Alors là, vous venez de faire une importante levée de fonds, 100 millions d'euros, voilà, pour accompagner votre développement. Et votre développement, il en est où? Donc, vous l'avez dit, vous commencez à commercialiser. Alors, qui vous achète ces machines et pour faire quoi? Comme client, par exemple, on compte EDF et Crédit Agricole, qui pour l'instant utilisent le calcul déporté, hein, c'est-à-dire via l'interface cloud. Mais à terme, moi j'espère qu'ils vont acheter des machines. Mais pour l'instant, c'est des centres de calcul et on met vraiment à disposition via cet accès à distance pour l'instant. Combien ça coûte un ordinateur quantique, Pascal? C'est très difficile de répondre. Ça dépend de beaucoup de choses.
On est quoi? On est dans le million, les millions d'euros? On est Oui, c'est dizaines de quelques millions millions. d'euros? Oui, quelques dizaines, oui. Quelques dizaines de millions d'euros. Mm. D'accord. Alors, vous faites donc du quantique bio, du qubit bio, on l'a dit. Tout cela entre guillemets bien sûr, mais il paraît que le qubit bio, il n'est pas facile à dompter. Il n'est pas toujours parfait. Hein. Le Graal en informatique quantique, je crois, c'est le qubit parfait. Est-ce que tout cela est fiable? On arrive à un niveau de fiabilité qui permet aujourd'hui de faire des calculs qui répondent à des vrais problèmes du business aujourd'hui. Avec Crédit Agricole, voilà, on a traité leur cas d'usage dans son entièreté sur les machines de Pascal. Ça a fonctionné, on a un résultat et il se compare. Il est tout à fait, pour l'instant, il est égal à ce qu'on fait sur leurs solutions en production. Ça, c'est une première mondiale d'avoir atteint ce niveau-là. Après, c'est pas parfait, on peut toujours faire mieux. Donc, on va améliorer nos qubits bio pour que plutôt que faire aussi bien, faire la prochaine fois faire mieux. Et ça, on sait comment faire. Et alors concrètement, c'est quel type de calcul, quel type d'application? Alors, dans le cas du Crédit Agricole, alors c'est assez pratico-pratique. Vous savez, quand une banque prête de l'argent, elle prend un risque, le risque de ne pas voir son argent être remboursé. Donc, il y a vous savez, il y a des organismes financiers qui mettent des notes aux emprunteurs pour essayer d'estimer le niveau de risque. Et un des enjeux pour les banques, c'est d'arriver à prédire les gens qui vont pas être capables de rembourser. Alors les gens, ça peut être aussi des institutions ou des pays. Hein, je ne stigmatise évidemment personne. Mmh. Mais c'est important pour elles d'avoir ce contrôle-là. Donc ils ont des modèles très complexes qui se basent sur des données, sur leurs données historiques énormes, pour essayer justement de prédire les organismes susceptibles de ne pas rembourser, pour mieux gérer le risque. Et avec l'ordinateur quantique, aujourd'hui, en fait, on est capable de trouver des meilleurs paramètres à cet algorithme pour le rendre plus efficace. Et c'est ça qu'on a réussi à faire, avec le Crédit Agricole. C'est une première. Hein. Ah oui. Dans tout ce que vous pouvez voir d'autre dans la littérature, ça va être des cas d'usage industriel qui sont apportés par l'industrie. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais par contre, ils sont implémentés à une toute petite échelle. Au lieu de prendre les données dans leur ensemble, comme ils n'ont pas la puissance de calcul quantique suffisante, ils sont obligés de réduire ce set de données. Et en fait, il est réduit à peau de chagrin, ce qui fait qu'à la fin, ça reste un jouet. Vous voulez dire que chez les autres, c'est plus de la preuve de concept, en fait. Exactement. Des échantillons. Autre type d'application utilisée par l'ordinateur de Pascal? Alors, on s'en sert pour améliorer la distribution d'électricité. Là aussi, il y a des vrais enjeux. Le cas d'usage qu'on a traité avec EDF, c'est celui du chargement d'une flotte de voitures électriques. Imaginons qu'un jour en France, on ait 30 millions de voitures électriques. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont rentrer chez eux après le travail et vont brancher leur voiture sur la grille pour la faire recharger pendant la nuit. Et si vous faites ça sans précaution, c'est simple, vous faites sauter le réseau parce qu'il y a une telle demande qu'on ne peut pas y répondre. Donc, il faut être capable de lisser cette charge. Et ça veut dire en fait décider dans quel ordre on va venir charger les voitures. Et si vous avez 20 millions de voitures, vous imaginez qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles d'ordonnancement. Et l'enjeu, c'est de trouver celle qui est la plus efficace pour tout le monde. Et ça, c'est un calcul extrêmement complexe et auquel l'ordinateur quantique peut répondre. C'est là où on voit que le quantique pourra impacter la vie de tous les jours. Oui. Après, il y a des applications aussi en pharmacologie pour prédire des réactivités de molécules. Il y a des applications en sens des matériaux pour découvrir potentiellement des nouveaux matériaux. Il n'y a pas de limite et ça va vraiment impacter tous les secteurs de l'industrie. Alors, on a l'impression que le quantique français se porte plutôt pas mal en ce moment. Georges-Olivier Raymond, il y a plusieurs entreprises comme la vôtre aujourd'hui qui font parler d'elles. Il y a une French Touch du quantique. Clairement, oui. Je faisais des comptes il y a pas si longtemps. Je crois qu'on est 6 ou 7 startups en France sur le domaine. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en fait, il n'y en a pas beaucoup plus. Et ramené à l'échelle des pays, c'est presque une anomalie. Donc, je dirais oui, il y a une French Touch. Et ça, c'est grâce à la force de notre recherche académique qui a permis de développer beaucoup d'idées. Et on a aussi cet esprit entrepreneur. Là, après, où on a plus de difficultés, c'est de transformer l'essai. C'est-à-dire de passer de la start-up à ce qu'on appelle la scale-up, de vraiment développer le business et de
de continuer l'aventure. Mhm. Historiquement, en France, en Europe, on est un peu moins bon là-dessus. Merci, Georges-Olivier Raymond, CEO de la société Pascal. L'informatique quantique devrait donc servir à plein de choses, très prometteuses. Mais il y a cependant un aspect un peu moins réjouissant qu'on est obligé d'évoquer à chaque fois quand on parle de quantique. C'est la menace que font planer ces ordinateurs du futur sur nos systèmes de sécurité numérique, tous les systèmes de sécurité. Et le problème se pose même dès aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Sébastien Canard. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes ingénieur de recherche et expert en sécurité chez Orange. On se retrouve dans le cadre du partenariat entre Orange et Monde Numérique. Une fois par mois, on fait le point sur les recherches dans les labos de l'opérateur Orange. Pour parler aujourd'hui donc de cryptographie post-quantique. Alors avant toute chose, peut-être, qu'est-ce que c'est que la cryptographie, Sébastien ? Alors, la cryptographie, c'est le moyen dont nous disposons aujourd'hui pour sécuriser l'ensemble de nos communications, donc que ce soit dans nos cartes bancaires, dans nos téléphones mobiles ou sur nos navigateurs Internet. Voilà, c'est le cœur mathématique de ce qui permet de sécuriser l'ensemble de nos communications. Donc ce sont les fameux protocoles de chiffrement RSA. Oui, les protocoles de chiffrement comme RSA, il y a aussi des protocoles de signature. Voilà, il y a des systèmes comme AES aussi, par exemple, qu'on utilise quotidiennement de nombreuses fois sans forcément le savoir. Mmh. Et alors le problème, c'est que la sécurité de ces fameux protocoles de chiffrement risque d'être remise en cause du fait de l'informatique quantique. Oui, c'est un peu ça. Alors en fait, il faut savoir que la cryptographie, donc celle dont nous venons de parler, est bien établie et solide depuis une cinquantaine d'années. Voilà, on la maîtrise complètement. Mais c'est vrai que voilà, on a depuis quelque temps une menace qui grandit un petit peu, donc qui est encore assez lointaine. Mais effectivement, on a cette existence potentielle d'ici quelques dizaines d'années ou pas d'un ordinateur quantique qui effectivement du fait qu'il pense différemment qu'un ordinateur classique pourrait potentiellement permettre de casser certains systèmes cryptographiques que nous utilisons tous les jours. Oui, et puis alors pas n'importe quoi, hein, les banques, les sécurités, les communications militaires, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut se protéger contre ça ? Nous avons des alternatives, donc d'autres systèmes cryptographiques basés sur des mathématiques différentes qui pourraient permettre de contrer cette puissance des ordinateurs quantiques. Donc l'idée, c'est de trouver des nouveaux problèmes mathématiques pour lesquels on ne connaît pas d'algorithme quantique ou pour lesquels on sait que les algorithmes, les ordinateurs quantiques ne seraient pas plus forts qu'un ordinateur classique. C'est pas forcément plus compliqué, c'est juste différent. Voilà, aujourd'hui, on parlait de RSA tout à l'heure, il est basé sur la difficulté de factoriser un très grand nombre. Effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas faire avec des ordinateurs classiques quand le nombre est suffisamment grand. Un ordinateur quantique serait capable de faire ça très rapidement. Pourquoi est-ce que c'est important de se protéger et de penser à ça dès maintenant, Sébastien Canard, alors que l'ordinateur quantique n'est pas encore vraiment une menace ? Alors, il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a des financements assez monstrueux aujourd'hui sur l'amélioration de ces ordinateurs quantiques. Alors, il faut savoir que les ordinateurs quantiques, ils n'ont pas pour seul intérêt de casser la cryptographie, bien évidemment. Ils ont aussi beaucoup d'autres applications sur, notamment autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est essentiel, effectivement, de faire cette recherche-là. Et donc, voilà, il y a des grandes sociétés comme Google, IBM ou même la NASA qui mettent des millions et des millions de dollars pour essayer d'améliorer les ordinateurs. Ce qui fait qu'en à peine une dizaine d'années, il y a eu une évolution assez phénoménale de la puissance de calcul de ces processeurs quantiques. Donc on a tout intérêt à être prêt, plus tôt on l'anticipe, mieux c'est pour la sécurité de nos données. Donc ça, c'est la première menace. La deuxième, qui est sans doute celle qui fait le plus bouger aujourd'hui, notamment toutes les autorités de sécurité, comme l'ANSSI en France par exemple, c'est la problématique du stocker maintenant, déchiffrer plus tard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un aujourd'hui d'écouter une communication qui serait chiffrée avec un système RSA, par exemple, et de simplement stocker cette donnée-là dans un coin de sa mémoire d'ordinateur, et puis d'attendre 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'un ordinateur quantique arrive pour être capable de déchiffrer très rapidement ce message-là. Alors si pour la plupart de nos communications, ça a assez peu d'intérêt, voilà, dès qu'on touche à des données extrêmement sensibles au niveau étatique, au niveau militaire,
là, ça pose d'énormes problèmes parce qu'on a des informations qui, dans 10, 20, 30 ans ou même plus loin, seront toujours aussi sensibles et toujours aussi pertinentes. Au-delà de ce point ultra sensible des communications militaires ou diplomatiques, etc., quelles sont les autres applications que pourraient permettre ces algorithmes que vous avez développés ? Alors, ça permet pas forcément de nouvelles applications, c'est pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment de rendre ces applications, les applications qu'on utilise quotidiennement pour la plupart, ou d'autres un peu moins, aussi sûres qu'elles ne le sont aujourd'hui sans ordinateur quantique. Donc, ça va pas créer de nouveaux services, ça va juste sécuriser de façon différente. Ouais. Donc après, voilà, dans le contexte du projet Prometheus, on a notamment montré un peu quelle était la maturité de la cryptographie post-quantique dans des cas d'usage très concrets, notamment un sur le vote électronique, voilà, avec notamment un partenaire espagnol, donc Scytl, qui lui aujourd'hui a un produit de vote électronique qui est utilisé dans de nombreux contextes. Et voilà, donc on a montré comment est-ce qu'on pouvait transformer leur outil actuel en un outil qui serait résistant aux ordinateurs quantiques. On a aussi travaillé sur deux choses qui intéressent la Commission européenne aujourd'hui. C'est d'une part d'avoir une carte d'identité numérique, une carte d'identité européenne numérique qu'on pourrait utiliser pour montrer certaines choses, pour montrer qu'on a certains droits, mais dans un souci de respect de la vie privée, notamment avec la problématique du stocker maintenant, déchiffrer plus tard. Voilà, l'aspect assurer une sécurité même face aux ordinateurs quantiques, c'est quelque chose qui est important, notamment par rapport à la protection de la vie privée de tous les citoyens de la communauté européenne. Et puis aussi quelque chose autour du paiement et du respect de la vie privée des personnes qui vont utiliser un système de paiement électronique. Là aussi, on a travaillé aussi sur ce genre de choses. Merci beaucoup, Sébastien Canard, ingénieur de recherche et expert en sécurité chez Orange. Ne partez pas, c'est pas terminé. La troisième interview de cet épisode que je vous propose n'a rien à voir avec le quantique. Cette semaine avait lieu à Paris un événement intitulé Tech Challenger, consacré aux développeurs informatiques, avec concours du meilleur développeur, etc. J'y étais avec mon camarade François Sorel pour une émission en direct sur la chaîne Tech & Co, que vous pouvez revoir d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et surtout, c'était l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, mais notamment quelqu'un que vous connaissez sans doute si vous vous intéressez à ce sujet, si vous êtes vous-même développeur ou que ce thème vous intéresse particulièrement. Il s'agit du YouTuber Micode, qui produit de nombreux contenus extrêmement suivis. Alors Micode nous explique pourquoi, selon lui, de plus en plus de monde s'intéresse au code et à la tech. Bonjour Michael. Bonjour. Enfin, Michael, je devrais plutôt dire bonsoir, Micode. Effectivement, c'est mon nom de scène. C'est ton nom de scène. Et quelle scène, hein? YouTuber, Twitcher, podcaster, 1 million d'abonnés sur YouTube. Ta spécialité, c'est le code, c'est les développeurs. Alors, en quoi consiste ta chaîne? Qu'est-ce que tu proposes comme vidéo, comme contenu? Donc, il y a plusieurs canaux avec des formats différents pour tous les goûts, on va dire. Donc, pour des contenus qui sont très très montés, très denses, à la sauce YouTube comme on connaît, donc voilà, des enquêtes ou des vidéos très compliquées, il y a la chaîne Micode, donc qui est ma chaîne historique, c'est là où tout a commencé, il y a 6 ans maintenant, et c'est celle-là qui a 1 million d'abonnés. Et là-dessus, il y aura des enquêtes sur du cybercrime. Il peut y avoir simplement des challenges que je me donne de développer une appli en 24 heures, par exemple, voilà. Et après, il y a une émission qui est en train pour le coup, de dépasser en termes d'audience ma chaîne historique, donc qui s'appelle Underscore. C'est assez fascinant d'assister à ça parce que moi, je l'avais pas prévu en fait. Je pensais que une émission qui parle d'IT, de cyber, de dev, d'intelligence artificielle, ça resterait toujours quelque chose de niche en fait. Il y aurait toujours que le petit cercle des curieux. Et en fait, tout est en train de changer. L'émission est en train de devenir presque mainstream quasiment. Et surtout en ce moment on parle beaucoup de ChatGPT, de tous ces sujets. Il y a eu un engouement, un intérêt pour ces sujets qui commence à toucher tout le monde. Et donc sur ce genre d'événement, je croise des tout jeunes de 13 ans comme des vieux de 50 ans qui écoutent tous ces contenus, ces invités, ces experts, leur parler de technologie. Tu connais cette maxime qui dit code is law, et voilà, le code est un art, le code c'est la loi, le code est partout. Aujourd'hui, c'est notre monde, c'est un univers qui nous enveloppe. C'est clair. Et en fait, je pense que le moment où nous, on commence à parler de tous ces sujets-là, il y a une certaine soif de comprendre plus loin
que ce dont on parle plus très classiquement. Où, c'est vrai, il y a une certaine compréhension de la technologie, de nouvelles technologies, des appareils de la plupart des gens, mais dès qu'on va aller un peu plus loin, c'est compliqué d'apprendre en fait. C'est compliqué d'apprendre, c'est très opaque, c'est un truc de développeur. Alors, oui, c'est réservé aux pros. Exactement, ils se rejoignent dans des trucs de développeurs, ils parlent des langages incompréhensibles. Et donc je pense qu'il y avait une soif de franchir cette muraille, franchir ce barrage-là, et de enfin comprendre comment marchent les coulisses, comment marche Internet, comment marchent les ordinateurs, la programmation, l'intelligence artificielle, peut lever les rideaux sur ce qui de l'extérieur peut sembler incompréhensible, inaccessible, magique. Et c'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle, en invitant des experts. Alors on a beaucoup de travail du coup pour essayer de trouver des gens qui s'expriment bien, donc pour vulgariser des sujets. C'est assez fatigant, mais j'espère que le résultat fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne, les chiffres sont là. Tu parlais de ChatGPT. Il y a une vraie curiosité, une véritable appétence aujourd'hui autour de ChatGPT. On le constate tous les jours. Comment tu expliques ça ? En fait, ce qui est marrant, c'est que quand on y pense, ChatGPT en termes de purement d'avancée technique, c'est pas ouf. Genre, il n'y a rien de révolutionnaire dans ChatGPT. La révolution, elle est dans le packaging en fait. Elle est, et je voyais des chercheurs s'écharper sur Twitter à ce propos, comme quoi, est-ce que oui ou non ChatGPT c'est une avancée majeure ? Et force est de constater que pas tellement dans le domaine de l'IA et de la recherche, mais énormément dans le domaine de l'UX en fait, de l'expérience des utilisateurs. Mais c'est l'accès, c'est-à-dire que ça se démocratise l'IA. Effectivement, le moteur GPT-3 ou 3.5 qui est derrière, il existait déjà, mais il était réservé à des professionnels. Là, c'est la démocratisation de ces outils-là. C'est ça, là c'est bien emballé, il parle plus facilement longtemps, il déclenche des discussions, tout ça est dans une belle interface. Et donc effectivement, c'est génial parce que tout d'un coup, ça lève le voile sur un phénomène qui est un peu en sous-marin déjà depuis 3 ans. Et donc c'est fou de voir que dans l'écosystème, tous les projets qui gravitaient autour de ça ont d'un coup pris le devant de la scène et ils sont en train de tous exploser. Alors dans le marketing, souvent ils remplacent GPT par chat GPT maintenant, histoire que ce soit encore mieux compris par Oui, c'est le buzzword du moment. Exactement, histoire que les gens comprennent mieux. Bon, en vrai, c'est pas forcément chat GPT vraiment derrière, mais c'est pas grave. Le tout, c'est que il y a enfin une compréhension et une réalisation du grand public que on est en train de vivre une période extraordinaire. C'est ta conviction ? Oui, c'est ma conviction, et c'est en partie flippant. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, on est des enthousiastes, donc on est forcément optimiste et on voit toutes les merveilles qu'on arrive à créer avec cet outil-là. Il y a plein d'aspects qui sont un peu flippants sur les droits d'auteur, par exemple. Quand ChatGPT reformule du matériel qui appartient à quelqu'un d'autre, ou quasiment toute la substance est la même, mais simplement les formulations changent, qu'est-ce qui se passe quand on est capable de générer des articles ultra bien écrits qui échappent complètement au contrôle des détecteurs d'IA, mais où c'est bourré de choses fausses, alors soit à dessein pour faire des fake news, ou soit tout simplement parce que la personne génère 150 000 articles par semaine pour référencer son site web et a pas que ça à foutre apparemment de relire ce qu'il publie. Donc il y a clairement plein de sujets qui vont se poser, excitants comme un peu stressants. Allez, une dernière question. Le podcast cette semaine est consacré surtout à l'informatique quantique. Tu en parles sur ta chaîne Micode ? Oui, alors pour ceux qui sont intéressés, qui veulent justement avoir un peu plus de coulisses sur très concrètement aujourd'hui, on en parle, on fait des projections sur le futur, c'est bien, mais si on veut du concret. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'utiliser un ordinateur quantique ? Est-ce que ça existe du code quantique ? Comment ça s'écrirait ? Qu'est-ce que ça permettrait de faire ? Voilà, s'ils veulent avoir des réponses à ça, on avait reçu un expert qui travaille chez Microsoft et qui est justement dans ça. Donc il y a un langage de programmation qui s'appelle Q#, et on peut déjà en fait faire du code pour des ordinateurs quantiques. Et alors ça ne sert pas à grand chose pour l'instant, à part à s'entraîner pour le futur, une fois qu'ils seront arrivés à maturité. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve, de aussi avoir le côté un peu concret, hors des suppositions et des peut-être, de savoir concrètement à quoi ça pourrait ressembler, quels sont les cas d'usage précis que ça pourrait aider. C'est très très différent de l'informatique qu'on connaît. Oui, clairement, faut pas se faire d'illusions, on n'aura pas un petit cube chez nous quantique qui vole, qui nous permettra de jouer en 250 FPS en 4K. C'est pas ça, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, mais c'est pas pour autant inintéressant. Au contraire,
ça a à voir avec plutôt de l'industrie, des cas très précis dans la recherche, et c'est une porte qui s'ouvre, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup Micode. Plaisir, merci Jean. La suite de l'interview de Micode, l'intégralité la semaine prochaine sur Monde Numérique. Idem pour toutes les interviews de cet épisode. J'étais ravi de passer à nouveau ces 40 minutes avec vous dans Monde Numérique, épisode numéro 77. La semaine prochaine, on reparlera d'intelligence artificielle et de ChatGPT avec des interviews d'experts et puis aussi des annonces qu'on attend du côté de chez Google qui veut réagir face à la déferlante ChatGPT. En attendant, si ça vous tente, tiens, un conseil d'écoute, un conseil de podcast à écouter éventuellement, outre celui de Micode dont on vient de parler, bien sûr, j'étais cette semaine l'invité du podcast Follow Me de Christopher Siminelli, qui s'intéresse à tout ce qu'on appelle la creator economy, blogueur, podcasteur, influenceur, etc. Christopher m'a cuisiné pendant 1 heure, alors des souvenirs, des confidences sur la manière dont ce monde numérique est conçu et préparé au fil des jours. Voilà, 1 heure de confidence au coin du feu si ça vous tente, le podcast Follow Me. Par ailleurs, avec plein de rencontres intéressantes avec des créateurs de contenu. N'oubliez pas également la radio Monde Numérique sur Radio Line, l'appli Radio King ou également sur Deezer. Vous cliquez et vous aurez des tas d'interviews un peu comme ça au fil de l'eau, au hasard. Et enfin, la série Objectif 2050 à laquelle je tiens beaucoup, qui démarre juste maintenant. Un épisode pour l'instant disponible avec Bertrand Piccard. Voilà, je sais que ça fait beaucoup de choses à écouter, tout ça. Vous avez toute la semaine devant vous. Salut, à samedi prochain.